Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la chaîne We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de repos. On s'est reposé, quelques semaines où l'actualité était moins intense aussi. Ça y est, on est de retour. Je suis avec Constant pour ce retour. Comment ça va, Constant? Ça va, bon, on s'ennuyait, hein, franchement. Là, on est dans la période creuse. Là, on voit Marjane Beauchamp qui met 83 points sur des matchs de Pro AM. Donc là, c'est qu'on est vraiment dans la période creuse de la NBA. Il y a le mondial qui va venir un petit peu nous réveiller. Enfin, nous réveiller, disons, nous s'entretenir un petit peu en tant que fan de basket, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures. Et puis après, on va arriver tout doucement sur l'après-saison et le retour de la NBA. Mais là, c'est vraiment la période où il ne se passe pas grand-chose. Mais on est quand même là pour vous parler un petit peu du Thunder, parce que même l'été, il faut parler d'OKC. Surtout l'été. D'habitude, on attendait bien l'été. C'est vrai que là, on s'est un peu plus reposé. On espère que vous allez être nombreux à suivre cet épisode. Vous avez dû le voir déjà. Aujourd'hui, Constant et moi, on va se poser des questions sur le futur de la franchise. Normalement, des dilemmes assez compliqués à répondre pour Constant et moi. On sait sur les choses sur lesquelles on est en difficulté, en plus l'un et l'autre, donc ça peut être assez intéressant. Ça va parler peut-être... Aucune Ouais. difficulté. Ça va parler peut-être trade, ça va peut-être parler stats, ça va peut-être parler rotation. On va voir dans quelle direction on va. N'hésitez pas dans tous les cas dans le chat à vous aussi donner votre avis sur les questions dont on va se poser. On va être honnête aussi, certaines questions sont très orientées pour pouvoir parler de l'actualité de la Summer League, du coup on n'a pas forcément abordé toi et moi, donc ça permettra de faire un petit retour sur certains points, que ce soit le roster, que ce soit le chat, etc. On a déjà des questions un petit peu orientées, il faut le dire. Ah, vous m'entendez pas? Alors, dans le chat, on dit qu'on t'entend pas. Alors, si on est-ce que vous entendez Pierre dans le chat euh, Ah, si on n'entend rien, ouais. Alors là, problème de son. Alors, ah, on est rouillé, hein, on est rouillé. Est-ce que vous entendez Pierre, le chat? Ah là, Ah, attention attends, là. je pense que ça va aller mieux. Constant, on t'entend bien. Ah, Est-ce que moi, là on vous m'entend. m'entendez? Je pense que oui. Normalement là vous devez mieux m'entendre. On va attendre une réponse dans le chat. Ah voilà. C'est bon. Et ben je sais pas ce que vous avez entendu ou non, mais Bah moi, du coup. on va commencer les dilemmes dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à donner vos réponses dans le chat, vous aussi au dilemme. Et je disais que certains nous permettront aussi d'aborder l'actualité qu'on n'a pas forcément abordée avec Constant depuis un moment, la Summer League, chat, etc. Donc il y a certaines questions sont orientées. Il y aura aussi des questions de trade, il y aura un peu tout, donc n'hésitez pas vous aussi donner vos avis, à réagir et à poser vous aussi vos questions. Si vous en avez. Et puis on va y aller, si cette fois ça marche bien, on peut y aller. Vas-y Constant, pose-moi ton premier dilemme, je t'écoute. Alors, mon premier dilemme, c'est: tu préfères avoir 40 excellents matchs de chat l'an prochain ou 70 à un niveau correct? 40 excellent ou 70 un niveau correct. Ouais, donc en gros, est-ce que tu T'as pas de privilégies stats à me proposer. ah non, 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 mais où je il est vois à peu près. où il est très bon défensivement, où il est dedans Ouais, ouais. offensivement, mais il y a des soucis de blessure, ou 70 matchs où Voilà. tu te dis, je vois l'impact, mais c'est pas non plus C'est aussi ce que fou. j'allais te demander, si c'était une question de blessure ou de load management, entre guillemets. Alors, un peu de blessure aussi. Ok. Avoir les blessures, je pense que ça jouerait pas mal dans mon choix. En Ah fait, ah. en fait la vraie question, moi, comment je la prends, c'est est-ce que je suis plus incertain sur la santé de Chet et sur sa capacité à rester sur le terrain ou sur son niveau de jeu? Donc c'est un peu ça, moi, que je vais me poser comme question. Allez, je vais être honnête, je pense que pour une première saison où il revient, je préfère avoir 70 correct, où on est, Mhm. où il est pas dégueulasse, mais on pouvait espérer un chouïa mieux, mais par contre il est sur le terrain, il est utile et il se développe sans arrêt. Là où pour moi si t'as 40 excellents on va être très hypé. Par contre, est-ce qu'on va pas être frustré et on risque pas de douter du futur et notamment de sa capacité à rester sur le terrain sur le long terme? Ça risque de poser problème, et même dans la projection d'un futur contrat, de trade, etc. Ça aide pas en fait si tu sais pas s'il reste sur le terrain ou pas. Donc je vais quand même te dire que j'ai envie de le voir beaucoup, même si c'est pas toujours très bon, j'ai envie de le voir le plus possible, donc je vais te dire 70 matchs assez corrects.
Sachant que la meilleure situation, évidemment, c'est 70 Excellent. matchs excellents. Que la pire situation, c'est 40 matchs où il est juste correct. Non, bah après, enfin, moi, j'hésite. Je dirais allez, 40 excellents. 40 excellents. Il nous fait une Embiid, alors pas dans la production statistique, bien sûr, que ce qu'a pu faire Joel Embiid en saison rookie, mais où on se dit, c'est un pivot qui a été blessé, qui a loupé sa première saison pour Chet et les 2 premières saisons pour Embiid. En fait, il arrive et il est excellent. Et tu peux te dire, bon, ce sera pas monsieur sans blessure, ce sera pas un Iron Man, ce sera pas Michael Bridges. Mais par contre, quand il est sur le parquet, il est très bon, il sera capable de t'enchaîner des saisons à 60, 65 matchs. Au niveau de son niveau de jeu, après, si c'est aussi une occasion pour déborder un peu, pour discuter des sujets d'actualité, on peut revenir très brièvement sur sa Summer League, où il a été très bon. Enfin, en défense, il a été exceptionnel, il était meilleur au poste 5, au poste 4, ce qui est rassurant. Après, en attaque, il était un peu court sur ses tirs, c'est normal quand tu as manqué une année pleine de compétition. Mais voilà, je trouve que... allez, c'est difficile à dire, mais déjà, on voit beaucoup de considérations de Chet pour le Rookie of the Year. Je tiens à dire que Rookie of the Year, c'est comme pour les All-NBA, il faut jouer 65 matchs pour être éligible. Donc déjà, trouver un rookie qui va jouer 65 matchs entre Chet et Victor l'an prochain, ça va être difficile. Mais après, ouais, 40 excellents matchs parce que va y avoir, je me dis, tu peux avoir un peu de load management, tu peux avoir une blessure pas très très grave, une cheville qui peut amener un peu de précaution et louper un peu de temps. Mais disons que ce serait quand même plutôt rassurant, après une année blanche, d'avoir 40 matchs où il est vraiment excellent. 70, après, on est ravi de voir 70 matchs. Mais s'il joue 70 matchs et qu'il a un niveau, tu te dis, ah, c'est bien, mais tu restes un peu sur notre fin. Disons que je préfère être plus frustré de ne pas l'avoir vu que de son niveau de jeu. Mhm. Non, c'est intéressant, mais effectivement, je comprends totalement ton argument aussi, et que tu préfères avoir un peu plus de matchs excellents. On a deux, trois réactions assez intéressantes. On nous a dit, il n'y a qu'à regarder Zion pour répondre. Effectivement, Zion est un peu l'exemple de 40 bons matchs, même pas 40 d'ailleurs, je pense. C'est pas du tout le Oui, même mais c'est profil pas le même physique, par profil contre, hein. physique, il n'y a pas les mêmes problématiques physiques, au contraire, justement. Mais oui, c'est vrai que Zion, on a eu énormément de matchs très bons, mais à côté de ça, on a du mal à le voir sur le terrain. On nous dit aussi Kamel qui dit à condition que ça soit les 40 derniers, je prends les 40. C'est vrai que s'il loupe le début de saison parce qu'il a une blessure et qu'il arrive en fin de saison qui fait 40 excellents matchs, c'est pas pareil que s'il t'en joue 15, puis il en loupe 20, puis tu vois, c'est différent aussi dans la construction d'une saison, dans sa progression. Effectivement, c'est plutôt intéressant comme dilemme. Je l'ai mis dans le sondage, il y a eu 4 votes de 2. Bon, je vais essayer de les mettre un petit peu en sondage à chaque fois, donc n'hésitez pas à participer. Pour revenir un petit peu sur sa Summer League, on l'a pas trop fait, et j'aurai un dilemme à te poser sur Chet juste après. Moi, je vais plutôt parler des limites de Chet sur sa Summer League, parce que en fait, tu as très bien dit, élite défensivement sur les matchs, vraiment très intéressant, dans plusieurs rôles un petit peu, dans l'impact qu'il a eu, etc. Vraiment très intéressant défensivement, et tu sens qu'il peut déjà... Enfin, il va potentiellement changer la phase de ta défense dès son arrivée, parce que tu as un outil que tu n'avais pas auparavant. Ça, on aura l'occasion d'en Mm. reparler pas mal. Après, en limite, moi, c'est offensivement Le ou... dribble. Ouais, voilà, exactement. Offensivement, Le dribble. Oh là j'ai pas là. été... Enfin, là, pour le coup, autant on pouvait avoir le doute un petit peu auparavant, autant là, j'ai l'impression que Chet, en création pour lui-même, ça va être très, 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 très compliqué. Pour l'instant, en tout cas, hein, voilà, il peut progresser, mais là, j'ai un peu de mal à le voir parce que tu as dit le dribble et on nous dit dans le chat très compliqué, énormément de pertes de balles sur des joueurs qui viennent de derrière, des joueurs qui vont lui prendre la balle dans les mains, des joueurs qui vont taper la balle quand il va changer de main sur le dribble, etc. Beaucoup de pertes de balles comme ça. Difficulté à créer de la séparation, que ça soit avec son épaule, que ça soit en se retournant sur ses fadeaways et tout, je l'ai pas trouvé archi efficace là-dessus, à part 2-3 actions qui ont été un peu plus positives, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel là-dessus. Donc vraiment, j'ai vu cette limite-là chez Chet. Bien sûr, la limite dans l'impact, mais qu'il a su compenser par moment et il va s'adapter petit à petit. Mais tu vois, voilà, il y avait vraiment un problème pour moi dans la création pour lui-même. Après, ce qui est intéressant, et qui pour le coup, pour le défendre un petit peu là-dessus, il a très peu tiré à 3 points, il n'a pas été archi adroit en plus sur une bonne partie de la Summer League. Donc si le tir se débloque, déjà, ça va beaucoup l'aider. Et en plus, les joueurs sortaient déjà sur lui pour le coup. Même s'il mettait pas dedans, les joueurs sortaient un Il petit nous faisait peu. une chaîne Ouais, moon. ouais, voilà.
La feinte à 3 points pour aller driver, il nous l'a fait comme Şengün, c'est 150 fois par match. Donc ça, c'est un peu plus encourageant parce que quand il aura des meilleurs joueurs à côté de lui, plus de spacing, etc. Et mine de rien, je trouve qu'en Summer League, ça défendait plutôt fort comparé à certains matchs NBA. Ça essayait de mettre de la presse, ça défendait beaucoup sur l'homme, ça poussait, etc. Donc non, là j'étais un peu... Voilà, ça je suis resté un petit peu sur ma faim, il fallait en parler quand même. Après voilà, il y a eu des drives, il y a eu des 2-3 actions sur pick and roll archi intéressantes. Quand il arrive en trailer qui vient planter, ça va être idéal pour le futur là dans la saison qui arrive. Puis défensivement, voilà l'impact qu'il peut avoir. Ok, il va se faire enfoncer une ou deux fois, par contre le nombre de comptes qu'il a mis, alors que les mecs essaient juste de le détruire en voulant le postériser, le nombre de chase down, le nombre de pick and roll qu'il a sauvé, etc. C'est déjà ahurissant. Et après, ça sera intéressant de voir comment il est utilisé sur la saison, en 5, en 4, voilà, à voir comment utiliser. Pas en 4, pitié. Pas en roamer, s'il vous plaît. Moi, je comprends pas pourquoi je l'ai vu aussi négatif là-dessus, parce qu'il a été très efficace en fait là-dessus, sur ce rôle-là, sur la Summer League, il a été très bon. Et. Moi, j'ai pas trouvé Ah, bon si, moi du je l'ai tout. trouvé bon. Et. Ah non. En plus, même lui a avoué qu'il aimait bien avoir plusieurs tâches, qu'il avait bien aimé jouer 5, qu'il avait aussi bien aimé jouer dans ce rôle-là de roamer, et que justement il l'a cité en plus avec Jalen Williams à côté. Moi je le trouve plutôt dur là-dessus en fait, je le trouvais intéressant et je trouve que c'est pas une option à exclure totalement. Alors après il faut un poste 5 un peu plus compétent que Jalen Williams, que j'ai trouvé correct sans plus sur la Summer League. Mais voilà. Pas bon, hein. Pas terrible, hein. Pas terrible. Non, alors moi j'ai pas du tout aimé les séquences en 4 de Jet. Ça se voyait de toute façon dans le jeu du Thunder. Le Thunder était bien meilleur défensivement quand tu avais Chet qui jouait du drop au poste 5. Au niveau de ce côté roamer, parce que la problématique. Bon, alors le roamer, pour ceux qui savent pas, pour faire très gros et très complexe, c'est tu es un petit peu le quarterback défensif de ton équipe. Tu es assez éloigné du panier et tu dis à peu près à tes coéquipiers ce qu'ils doivent faire et tu viens au second rideau. C'est un rôle voilà, qu'a utilisé LeBron, notamment lors des derniers playoffs du côté des Lakers, que peut utiliser Giannis parfois. Oui, le rôle de roamer, il fonctionne quand ta première lame, c'est Brook Lopez, pas quand ta première lame, c'est Jalen Williams. Ah, mais du coup, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est les joueurs qu'il y avait à côté. C'est ça le Ouais, truc. mais je trouvais que du coup, dans la polyvalence défensive que Chet est capable de t'apporter, il était plus polyvalent en poste 5 qu'en poste 4. Du coup. Parce que en le mettant roamer, dans la notion de roamer, il y a le côté off-ball. Tu joues loin du porteur. Là où je le trouvais intéressant, c'est quand il était dans des situations de drop au poste 5. On l'a pas tant vu que ça switcher, mais il a fait pas mal de drop. Là, il était beaucoup plus intéressant que au poste 4 et même je trouvais que dans l'utilisation offensive, du coup, c'était plus intéressant d'avoir Chet au poste 5 parce qu'il faisait du pick and roll, même s'il a été oublié un nombre incalculable de fois par certains de ses coéquipiers et de ses ex-coéquipiers, puisque Jared Butler est au Wizard maintenant, mais il aurait pu être bien mieux servi. Après, le dribble, bon, c'était pas bon, on est d'accord. Il dribble très haut. En même temps, il fait 2m15, donc c'est difficile de dribbler bas quand tu fais 2m15, mais il se fait souvent piquer la balle. Pourtant, sur ses remontées de balles, je le trouve pas si mauvais. C'est vraiment quand il commence à rentrer dans le tas que ça devient plus complexe. Après, il y avait beaucoup de joueurs, comme tu l'as dit, qui étaient agressifs. Pourquoi ils étaient agressifs? Parce qu'il y avait 10 fautes en Summer League. Quand on aura 6 en NBA, les joueurs sont peut-être moins agressifs sur porteur, font peut-être moins de reach-in, donc ça peut servir de Chet. Après, il faut quand même pas non plus sous-estimer le fait qu'il ne portera pas autant la balle en NBA que ce qu'il a porté en Summer League. Donc, c'est quand même différent. Ouais. Après, au niveau du reste, moi, en attaque, je l'ai trouvé plutôt bon. Même s'il n'avait pas la séparation, entre guillemets, il a quand même très bien fini au cercle durant toute la Summer League. Donc, voilà, c'est surtout... On en revient au même point que ce qu'on avait dit au moment où Chet est arrivé. Chet Holmgren est avant tout un prospect défensif. Donc, il va t'apporter énormément en défense. Ça, il suffit de regarder le Thunder 3 minutes pour voir la différence entre lui et Jalen Williams. Après, en attaque, ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais de par sa verticalité, de par son côté un petit peu proche du cercle, en tout cas menace sur lob, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier, il va t'apporter, même s'il ne met pas dedans à 3 points. Après, ce serait juste dommage quand même que s'il n'est que de la finition au cercle et que du compte, parce que ça ressemble un peu au profil de Darius Bazley. Et j'ai pas envie d'avoir Chet Holmgren qui joue comme Darius Bazley. C'est quand même pas le même joueur, pas la même longueur, pas la même capacité défensive, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
S'il met pas son tir, il y a de ça. Ouais, après pour le truc sur le roamer, là de ce que tu dis, en fait, ce qui est embêtant, c'est plutôt le joueur qui est à côté, parce que moi je trouve qu'il a bien joué son rôle, mais que ça ne fonctionnait pas globalement parce qu'il n'y avait pas les joueurs à côté pour ça. Là où pour le coup, ben, quand tu fais jouer 5 avec des joueurs plus petits, plus agressifs à côté, ça fonctionnait mieux parce que l'effectif était beaucoup plus taillé pour faire ça. Alors du coup, à voir ce qui fonctionne le mieux dans la rotation NBA. Est-ce que ça sera mieux s'il y a un Kenrich au poste 4 et lui au poste 5? Est-ce que ça sera mieux avec Jalen? Est-ce que ça sera mieux avec Dieng? Est-ce que ça sera mieux avec J-Dub? Enfin voilà, il y aura plein d'options que Daynold pourra explorer. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le fermer non plus dans un rôle. Je pense qu'il va être, comme tous les joueurs, utilisé de plein de façons différentes. Donc on aura l'occasion de le revoir. Après, effectivement, offensivement, il peut moins porter la balle, heureusement. Mais oui, globalement, on le savait que la séparation, ça allait pas être son fort, que le dribble non plus, etc. Et j'ai pas été déçu offensivement, mais j'ai vu la limite. J'ai vu que c'était pas face à un prospect offensivement qui allait te changer ton attaque. Ça, on le savait, mais ça, là, ça s'est encore plus affirmé. Et par rapport à son tir à 3 points, on a une question qui nous demande si on est confiant sur son tir. Je pense que oui. Et bon là, la majorité du temps, il a été assez court. Tu sentais que le rythme n'était pas encore totalement là, qu'il recherchait un peu ses sensations, mais je pense que ça va vite revenir quand il aura gagné justement en rythme et en répétition, notamment avec Team USA cet été, hein, puisqu'il sera sparring partner. Et potentiellement, il pourra Oh, peut-être gagner une place. potentiellement, ouais. D'ailleurs, s'il y a des S'il y a blessés, des voilà, blessés, il pourra être du voyage. Je sais plus où c'est le championnat du monde, mais du voyage, je ne sais où, je ne sais plus où c'est. je sais pas, au Japon, Peut-être. je sais pas, bref. Mais après, au niveau de son tir, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'il a changé la mécanique de tir par rapport à l'an dernier et qu'elle est bien plus moche et qu'elle met bien plus de temps. Enfin, le release, donc le point Hmm. de déclenchement de son tir, j'ai l'impression qu'il met plus de temps à tirer que ce qu'il avait fait lors de la précédente Summer League. Ça m'inquiète un petit peu, C'est par pour ça que contre. je te parle en termes de rythme, moi. Est-ce que c'était un manque de rythme? Est-ce que c'était une évolution due à la blessure où il a dû beaucoup tirer, je pense, les pieds dans le ciment parce qu'il pouvait pas sauter, pas courir, etc. Est-ce que c'est dû à une évolution qui est en cours? Donc on verra assez rapidement, hein. On nous dit que c'est aux Philippines. Bon, bah, voilà, Bon, ça fait. on saura aussi. Mais après, pour son tir, Jamal Murray, quand il est revenu de sa blessure, en début de saison, il était très court aussi. Ouais. Enfin, il n'y a pas de. C'est plus sur la mécanique où effectivement, peut-être que ça peut s'expliquer par le fait qu'il a souvent tiré les pieds dans le béton, comme tu l'as dit, mais je sais pas. On attend de voir quand Ouais. même, parce que la Summer League, il y en a qui. Globalement, ça, c'est une remarque que je me suis fait en regardant la Summer League. Il y a très peu de joueurs qui sont à droit à 3 points en Summer League, hein. Qu'est-ce que ça bricasse par contre et des joueurs qui plus tard en NBA sont à droit. Donc un joueur comme Jalen Williams, ça n'a rien mis. Alors je ne compare pas évidemment, mais un joueur comme Jalen Williams, lors de la Summer League, a quasiment pas tiré à 3 points. Il a fini l'année à 41%. Donc il ne faut pas non plus prendre la Summer League pour acquis. Au lancer, c'était pas folichon Mm. non plus, c'était mieux sur la fin. Mais voilà, on va attendre qu'il ait des reps et qu'il ait vraiment du 5 contre 5, du vrai NBA, pas seulement de la rééducation. Après, au-delà de ça, aussi, pour conclure là-dessus, il a rassuré. Au-delà de tout ce qu'on pouvait Oui. attendre et tout, il a pas joué tous les matchs, puis il en a enchaîné certains. Il a été bon sur la majorité, il avait pas peur des contacts. Je pense qu'on a plus peur que lui, concrètement, quand il tombe ou quand il va au contact. Ouais, faut qu'il arrête de glisser ou Ouais, de tomber par il contre, tombe hein. très souvent, Il tombe souvent, hein. mais Faut du coup, arrêter on a ça par plus contre. peur, je pense, que lui. Enfin voilà, il a été assez rassurant dans l'attitude et dans tout ce qu'il a montré, notamment défensivement et de ce qu'on a pu dire. Et moi, du coup, Un j'avais. peu de... Vas-y. Non, mais juste pour conclure, un peu déçu qu'il ait joué que 4 matchs sur 9 quand même. Voilà, fallait s'y attendre. Un Il y peu... avait des back-to-back en Ouais, plus, ici, c'est pas possible. ouais, il y avait des back-to-back en Summer League, mais je trouve ça un peu décevant qu'il ait joué moins de 50% des matchs quand même. Mhm. Là où l'an dernier, il en avait joué plus, il me semble. Du coup, moi j'ai plus un dilemme sur le futur de Chet, pas sur la saison prochaine. Tu t'imagines dans 2 ans, donc Chet a joué 2 saisons complètes, et sa deuxième saison, qu'est-ce que tu préférais, enfin en projection, même sa troisième saison, qu'est-ce que tu préférais que ça soit? En gros, la question c'est qu'est-ce que tu as envie qu'il devienne? Est-ce que tu préfères un Chet à 13 points, dire bon, une passe, ça je compte pas, 3 contre, 55% à tir et 41% à 3 points, mais du coup faible échantillon, très peu de tirs par match, tu Ouais, vois. oui, Ou, oui. ou un Chet en 18, 8, 2 contre, 50% au tir, donc moins, 32% à 3 points, mais par contre une quantité bien plus importante, donc en gros un joueur qui a bien plus de responsabilités offensives, mais qui est quand même moins efficace, mais qui est un peu plus déterminant et un peu plus leader de ton équipe. Quality over quantity, l'option 1. Bah, alors, en défense, est-ce que l'impact est le même? Oui, environ. T'as un contre de moins dans le deuxième.
En fait, Ah ouais, honnêtement, vous avez les contres. le premier est très axé. T'es un excellent role player, élite défenseur, etc. Et tu gâches pas grand chose, mais t'as pas ce plafond vraiment star. Alors que le deuxième, tu pourrais te dire que dans un monde, il devient star offensif et défensif. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, non, mais 55% au tir, 41% à 3 Bah, points, que 3 comptes de moyenne, c'est un truc de star, hein. Enfin, ah ouais, il a mais pas... 12 points, tu vois, donc faible quantité, vraiment. C'était 13 points au 13, ah non, début. je te dis 13, bon, je sais, 13, bah, ça change pas énormément de choses, mais. Non, bah, moi je garde comme 3 comptes de moyenne, double-double, 40% à 3 points, je préfère largement. Les 10 points de pourcentage, pour moi, compensent largement les 6 points de moyenne d'écart, hein, largement. Plus le compte de moyenne, non, moi je prends la première option. Parce que t'as pas. Si c'est ton encre défensive et que en attaque, s'il est ouvert, il met dedans, bon, bah, c'est pas grave si c'est pas ta deuxième option. Moi je prends tous les jours cette première éventualité-là. Plutôt que la deuxième, où, oui, il a un échantillon plus grand, et du coup, il est moins efficace. Et en défense, il est un poil moins efficace aussi. Donc, non, qualité devant la quantité. Et puis voilà, au pire, il sera voilà, comme a pu être Rudy Gobert, il sera All-Star de par son aspect défensif. Il sera pas All-Star parce qu'il sera à 20 points de moyenne. Mais voilà, dans le premier cas, 3 comptes de moyenne, tu es dans des all defensive, tu es dans des considérations de Defensive Player of the Year. Donc, non, moi, je prends le premier point parce Ok. que moins de points, mais plus d'impact défensif et surtout beaucoup plus d'adresse. Donc peut-être un peu moins de potentiel offensif, mais vraiment un joueur plus accompli et plus efficace et plus prêt. On est en année 3, j'avais dit à peu près sur sa troisième année. Donc oui, c'est. Oui, Je pense qu'honnêtement, sans donner forcément mon avis, le premier scénario est plus plausible que le deuxième. Vu ce qu'il a montré là et vu un peu la mentalité, vu comment, à mon avis, il va être utilisé, on en reparlera plus tard, mais voilà, je pense que c'est clairement possible. Mais voilà, effectivement, il y a cette dimension potentielle qui pour moi n'est pas enlevée parce qu'à un moment tu vas devoir faire des choix. Tu vois, il y a Kamel qui nous dit on attend un statut haut pour un pick 2. Effectivement, est-ce que tu attends un role player un petit peu ultime sur un pick 2? Est-ce que tu attends une superstar offensive? Est-ce que il y a cette vision-là aussi que certains vont prendre en compte où tu vas attendre un joueur qui prend plus de responsabilités et qui lead un peu plus ton équipe, là où dans la première option, il sera vraiment peut-être c'est quoi, quatrième, cinquième option offensive. Donc 12 points, t'es quatrième, je pense, à peu près. Donc tu vois, c'est différent. je regardais là, Evan Mobley est à 15 points de moyenne. 15 points la rookie, 16 Ouais. points la Donc tu vois, c'est sophomore. moins que Mobley Bon. là, hein. Oui, mais c'est un pick 3, et pourtant, même si Evan Mobley restait juste dans ces standards-là, il serait largement. Enfin, le statut pour un pick 3 serait largement C'est quoi les rempli. stats de Mobley là cette Le année, par exemple, ou l'année, sur son année. 16, 16-9. Et après sur 16-9. le contre pourcentage, pour comparer avec ce que j'ai pu. Ah bah, le compte, c'est pas un gros contreur, il est à Ouais, 1,5. c'est pas mal. Par contre, il tire pas à 3 points, il a 21%, Ouais. il en tente moins de 100 cette année. Par contre, il a 55% au tir. Donc Mm. tu me mets un peu moins de points, mais plus efficace au tir. Alors voilà, Brook Lopez, il est à combien? Il doit être à sa petite quinzaine parce que ça score quand même Brook Lopez. Mais enfin, pour moi, le statut haut, Brook Lopez, il est à 16 points de moyenne. Et la précédente, il est à 12,4. Mm. 12,4, Brook Lopez. Donc voilà, c'est pas. Sachant qu'il est à 35 points de moyenne. Pourtant, Brook Lopez, on sous-estime pas l'impact qu'il peut avoir. Donc, le statut, ok, mais tu peux avoir un statut élevé en étant un monstre défensivement. Tu n'es pas obligé d'être une superstar offensive pour avoir un statut élevé. Donc, non, moi, première option parce que l'efficacité est trop importante. Et l'impact défensif, en plus, ne serait pas amoindri. Mm. Non, j'aurais pris celle-ci aussi, hein, honnêtement, hein, t'as plus de sécurité, t'as plus de. Voilà. Mais il y a un monde où t'as besoin encore de talent et t'as envie qu'il explose un peu ce plafond offensif et que tu puisses parier sur lui. Mais je pense qu'on va se diriger aussi vers l'option qualité. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être capable de produire, donc c'est encore plus intéressant. Je vais te laisser enchaîner, on va partir un peu de chat, je pense, on va parler de prochains Bah dilemmes. non. Ah non, reste dans le chat, bah vas-y, pose ton dilemme. Bah, si, bon, on va parler de Chet, mais il n'est pas là. Ma question, c'est lorsque Chet sera absent, qui préfères-tu avoir en tant que pivot titulaire entre Jalen et Kenrich Williams? J'allais dire Jalen Williams et Kenrich Williams, ils ont le même nom de famille. Lequel des deux préfères-tu lorsque Chet est absent? Est-ce que tu pars direct sur du small ball 5 avec Kenrich ou est-ce que tu pars sur la classique avec Jalen, sachant que on va éviter les réponses de Normand.
Tu peux pas dire, ça du dépend match-up. des situations, ça dépend des C'est-à-dire la matchs. réponse de Mark Daignault. Voilà. Non, je vais te dire Jalen Williams. Euh, Pourquoi? Parce que ça a marché l'année dernière déjà. Ça a quand même plutôt bien fonctionné sur la fin de saison, son utilisation. Parce que je trouve que le small ball avec Kenrich est très intéressant, mais tu peux pas l'utiliser de manière en énorme quantité sur un match. Tu as quand même de la taille à compenser, tu as beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est exploitable par les autres équipes à force de faire ça. Par contre, en sortie de banc, l'utiliser pour avoir un moment small ball, plus d'agressivité, plus de rythme, etc. Ça, c'est intéressant plus pour moi que de le starter directement, bien que ce sera peut-être mon 5 ultime, mais je le commence pas comme ça. Je le garde plutôt en atout en sortie de banc. Et puis voilà, concrètement, parce que voilà, Jalen, je pense, a prouvé, même si on n'est pas les plus grands fans du profil et qu'on voit les limites, il a prouvé qu'il pouvait tenir la baraque en tant que pivot remplaçant et qu'il pouvait avoir plus de responsabilités en tant que titulaire s'il n'y avait personne. Et je pense qu'il faut laisser Kenrich revenir tranquillement et profiter toujours de jouer contre les bancs et plus si affinité, parce que c'est ce qui fait un peu la force de Kenrich, c'est qu'en sortie de banc, il est au-dessus. Si tu l'as direct dans le 5, il doit taper un Embiid et qui derrière tu lui demandes d'être un connecteur, etc. ou autre, ça va faire beaucoup pour Kenrich je pense qu'il a pas tant de minutes que ça en plus Kenrich dans les jambes, donc autant les économiser pour quand ça compte vraiment. Moi, je serais tenté de mettre Jalen, mais avec réticence. Parce que je trouve que Jalen Williams, bah, pourquoi il est resté sur le parquet l'an dernier? C'est parce qu'il était à 41% à 3 points. Et que s'il tombe à 34-35%, ça va être vraiment très limité. Moi, c'est la plus grosse incertitude que j'ai sur des joueurs qui vont, a priori, avoir du temps de jeu régulier dans l'effectif du Thunder. Je pense que les autres, je les vois tous contribuer, je les vois tous être positifs dans un sens ou dans un autre, d'un côté du terrain ou de l'autre. Jalen, c'est vraiment la grosse incertitude. Est-ce qu'il n'a pas pris un coup de chaud à 3 points sur sa saison rookie? Parce qu'en NCAA, il n'avait pas du tout ni le volume ni la réussite que ce qu'il a pu avoir lors de sa saison rookie. Lors de la Summer League, on l'a quasiment pas vu shooter à 3 points. Donc voilà, je suis un peu pas interloqué, mais je reste en suspens sur Jalen parce que je me dis, bah, défensivement, on connaît les limitations, elles sont énormes du côté de Jalen Williams. C'est finalement dans tes schémas défensifs, est-ce que tu n'es pas plus limité ou en tout cas, est-ce que tu as des limitations avec Kenrich et tu as des limitations avec Jalen qui sont différentes, mais est-ce que les limitations de Jalen sont pas aussi impactantes que les limitations de Kenrich, même si elles sont pas les mêmes? Ça, c'est une réflexion qu'on pourrait avoir, mais voilà. Au niveau de Jalen, la réussite au tir, je me dis, j'attends de voir une deuxième saison. Est-ce qu'il sera capable de reproduire ce qu'il a produit en saison rookie? Si c'est pas le cas, son apport sur le terrain va être compliqué et ça va être difficile pour lui d'avoir un apport positif. Après, il faut voir comment Kenrich revient, du coup, pour le coup aussi, dans ces arguments-là, Aussi. parce ça fait plusieurs saisons qu'il loupe quand même des matchs, ça fait plusieurs fois Mhm. que tu vois, il met un peu de temps aussi à revenir, souvent sur les débuts de saison, enfin voilà, il est plus en forme petit à petit, faut voir comment il revient et comment il s'accorde aussi avec des joueurs qui à côté de lui ont pris plus de dimensions pendant son absence, un J-Dub par exemple. Donc non, mais je suis d'accord avec toi que peut-être que sur le 5 ultime, je favoriserais un Kenrich, parce que comme tu l'as dit, peut-être que les bonus que tu vas avoir en le faisant jouer par rapport au malus sont plus importants, tu vois, par rapport à un Jalen Williams, ça sera plus de positif que de négatif. Mais je pense que tu as besoin d'un Jalen, tu as besoin quand même un peu de viande, tu as besoin quand même un peu plus de rebond, tu as besoin quand même... Puis globalement, on parle de son tir, mais je pense on ne sait pas si ça sera acquis ou pas qui tire correctement, on verra à quel pourcentage il a. Je pense qu'il va pas tomber d'un coup à 30%, ça serait assez bizarre. Mais Non, mais déjà, 34-35, c'est pas le même ouais, mais joueur. potentiellement, s'il en prend moins et que les défenses sortent plus sur lui et qu'il est capable de sanctionner, comme il l'a fait plusieurs fois, en s'adaptant, en lisant le jeu, en drivant, en faisant une petite passe, etc. C'est pas exclu que ça fonctionne pas non plus, tu vois, mais je suis d'accord avec toi que déjà, si tu perds son tir, pour le 5 out, etc., c'est moins intéressant. Ah bah oui, mais après, réduire son tir, sachant qu'il en prenait 2 par match, c'est pas non plus. Oui, non, mais C'est Ouais, mais du coup, difficile de le réduire, deux quoi. par match, tu vois, même s'il shoot à 6% de moins, ça n'a pas un impact énorme non plus, tu vois, du coup. Bah, ça dépend, hein, parce que finalement, enfin, le fait qu'il était grand ouvert faisait que les équipes finissaient par sortir. S'il en tente toujours 2 par match, mais qu'il est qu'à 34%, Bon, ça bah, sort. les équipes.
Bah, ouais, non. Pour Wow. moi, je pense que ça Ça sort pas. sort, Les équipes vont se dire, ça, il a une ça chance sort sur bien 3 de sur le Dort, mettre. ça va bien sortir sur Thierry. Ça dépend. Ça dépend. Qui sort sur Dort, ça dépend des matchs et ça dépend des adversaires. Mais quand t'as un joueur, tu vois, qui est qu'à 46% sur ses 2 points, eh Ouais. ben, il peut pas compenser en fait par sa qualité à l'intérieur parce que finalement, à 2 points, il est pas si adroit que ça. Donc, Ça va être son gros axe de progression, je pense, en année 2, réussir à finir au cercle. Parce que là, il y a beaucoup de flotteurs, bah, de tout le machins, monde, mais hein. voilà, il y a vraiment va falloir qu'il progresse là-dessus. Dans le chat, on nous dit je préfère Jalen pour l'air bon, on nous dit je préfère Kenrich avec son rôle de connecteur, ça m'embête pas d'avoir Kenrich. S'il y a Guidi à côté pour l'air bon, ouais. Ah, voilà, je pense que c'est Ouais, une bonne bon, question. ouais. Ouais, enfin, Va falloir qu'il s'active sur les ouais. rebonds Guidi par contre, hein. Je crois qu'Amel nous a posé un dilemme, on va le garder parce que je crois qu'on en a plusieurs sur les trades, donc on se le posera à ce moment-là. On va parler un petit peu maintenant roster. Constant, tu dois en couper un. Treman, beaucoup. Wiggins. Qui, qui s'en va? Bah, facile, facile. J'enlève beaucoup. Enfin, y a pas, je ne réfléchis pas une seule seconde. Je vois beaucoup, je fais bon, allez, merci. Salut. C'est bon. Là, c'est fini en fait. C'est dommage de t'être blessé au moment où tu étais bon, mais le train il est passé et il revient plus en fait, globalement. Que non, moi j'ai pas Et de. si c'était lui d'ailleurs le pivot qui jouait si Chet n'était pas là? Ousmane Garouba, tu veux dire. Non, non, mais moi, il n'y a pas. Treman a trop de potentiel théorique pour être coupé. Je préfère encore l'échanger. Je pense que tu peux échanger un Treman contre un second tour. Voilà. Même si c'est juste un second tour, pour moi, tu as d'autres opportunités que de te couper purement et simplement Treman. Tu as d'autres opportunités, je pense, que de couper Tai Washington ou Ousmane Garouba, par exemple. Aaron Wiggins, même s'il jouera pas beaucoup, je pense que j'ai envie de le garder parce qu'il a montré de bonnes choses. En fait, je vois pas pourquoi Aaron Ouais. Wiggins devrait être coupé. Il a montré qu'il était meilleur que beaucoup, certainement, plus impactant, plus régulier dans ses performances. Donc voilà, les hauts sont peut-être moins hauts que ceux de beaucoup, mais le médian est en tout cas bien supérieur à ce qu'a proposé beaucoup. Et puis beaucoup, il arrive en dernière année. J'ai entendu Sam Veceni et Andrew Schleck en parler du fait que Sam Presti il laisse rarement partir les joueurs à la fin de leur contrat rookie contre rien du tout. Donc, il n'est pas improbable que Poku se retrouve échangé, comme ça a pu être le cas pour Théo Malédon, par exemple, ou comme Ty Jerome. Donc voilà, attention. Mais moi, sans réfléchir, moi, je coupe Poku parce que voilà, trop de chances ont été données. Et au moment où il semblait saisir l'opportunité, il s'est blessé, puis après il s'est reblessé. Cet été, il est encore blessé, donc ça fait beaucoup, quoi. Ça fait beaucoup. Oh, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Bon, Wiggins, effectivement, et même quand je vois passer des trucs sur Twitter ou autre, sur X, sur le roster, où on me dit, ouais, Wiggins, il va être coupé et tout, enfin voilà, ça fait chier. Il n'y a aucune info qui dit que Wiggins va être coupé, concrètement, à part quand on parlait de la signature de Jack White, mais on va en reparler ensuite. Rien d'alarmant non plus, et effectivement, tu l'as dit, il a été très utile la saison dernière, il a été très bon quand il a joué. Le théorème Aaron Wiggins s'est inversé l'année dernière, on gagnait tous les matchs où il jouait, donc rien que ça prouve quand même l'impact du joueur. Et même, il a été très utile, et t'as envie d'avoir ce joueur-là sur le fond de ton banc, le jour où t'as un J-Dub qui est pas là ou machin, t'es très content de l'avoir en sortie de banc pour compenser l'absence. Donc non, ça je touche pas en aucun cas. Par contre, Treman, moi, il est sur le départ. Il est sur le départ. Je suis d'accord avec toi. Par contre, sur le fait que tu peux potentiellement le trader, et même pour beaucoup d'ailleurs, hein, ça serait bizarre qu'il parte sans rien, qu'on le laisse partir à la free agency si on le prolonge pas. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, moi, Treman, je ne conserve pas parce que l'année dernière, j'ai rien vu. C'était le néant. J'ai vu plus de choses de Poku l'année dernière que de Treman sur le peu de matchs qu'il a joué. J'ai été plus convaincu par Poku. Parce que l'année prochaine, j'ai aucune minute à donner à Treman. J'ai envie de faire jouer Didi, Dort et Shea ensemble. J'ai envie de voir Casson Wallace avec le 5. J'ai envie d'avoir du Misic en quantité. Voilà. T'en as à donner à beaucoup. Bah, plus potentiellement. Parce que t'as, en fait, au-delà, t'as des joueurs, mais t'as aucune certitude. Tu vois, on l'a redit juste avant avec le Jalen Williams potentiel dans le 5 ou Kenrich ou autre. T'auras peut-être du Dieng qui peut tirer son épingle du jeu. T'auras un Poku qui va être dans la balance, pour moi, enfin, s'il est encore là, hein, qui pourrait tirer son épingle du jeu, parce qu'avant qu'il se blesse, il est titulaire.
Avant qu'il se blesse, il est Oui, titulaire. Et bah, il y a un monde, avant et il qu'il se y a un blesse. monde où il est meilleur que Jalen Williams. C'est pas exclu, tu vois. C'est pas inconcevable. On est encore dans la théorie. Il faut qu'il revienne en forme, etc. On l'a dit, voilà. Mais la saison dernière où on l'a vu, il n'était pas inintéressant. Et je considère que j'aurais peut-être plus moyen encore de le développer que Treman, ou Treman. J'avoue que j'ai un peu abandonné le projet. Bon, en Summer League, il a fait plaisir, hein, il a mis des gros tirs, il s'est enfin décidé à driver, à monter sur les mecs et tout. C'est bien un joueur de troisième année qui est Ah ouais, meilleur que non, mais... des mecs qui n'ont pas joué en NBA. Ça, non, Non, ça mais faut ça, se calmer par contre. je suis d'accord avec toi, mais il a mis les tirs, ce qu'il mettait pas depuis un moment. C'est parce que concrètement, sur le reste, il est au-dessus. Mais déjà, il a repris confiance et tout, mais je vois pas dans quel monde il a une place, alors que beaucoup, sur passage, je pense qu'on le verra s'il est encore là. Mais ouais, en fait, potentiellement Treman, on regrettera. C'est potentiellement un joueur qu'on pourrait regretter si on le trade ou si on le coupe. Et qui va dans un effectif où, en sortie de banc, il a des ballons et il arrive enfin à s'adapter, à trouver de la confiance. Mais pour moi, je vois pas. J'ai du mal à le couper, à ne pas le couper au détriment de beaucoup. Ça me paraît difficile, là, vu de ce que j'ai vu l'année dernière, en fait, simplement. Ah non, moi je préfère largement garder. Je préfère échanger Treman et Cut beaucoup. Enfin, les deux, hein, d'ailleurs. Hein, les deux peuvent ne pas être là à l'Opening Night. Hein, c'est pas à Oui. sous-estimer. Ah non. Enfin, c'est ouais. Ou alors, non, mais moi, c'est beaucoup. C'est le dernier joueur à Bah, qui. Ou alors, c'est celui qui c'est le dernier pour boucher les trous, déjà, la quoi. draft, Pour t'étais dire on pas est 15 quoi. convaincu, alors après, Bah, ça fait. Bah, je suis désolé, il m'a pas prouvé que j'avais tort. Hein, Bah, depuis il a été trois bon ans, cette année, je non. suis désolé. Il a été certes blessé, mais il a été bon. Je suis... Non, non, il a été bon. Tu veux que je te rappelle les on-off de Poukou quand il était sur le Ah, mais parquet? d'accord. Je, je vous laisse réécouter le bilan individuel de la saison. Le Thunder était meilleur quand Poukou n'était pas sur le parquet. Alors lui, individuellement, était meilleur. Et le Tu Thunder peux faire était ça pour meilleur plein quand de il était joueurs, présent. et même un J-Dub, il était en négatif pendant... je sais pas s'il l'est pas encore. Enfin, tu vois, c'est pareil, c'est la même chose. Non, non, parce que Poukou, il était parmi les plus mauvais de la ligue. Mais après, on va pas refaire un débat sur Poukou. Il a été bon, mais il s'est blessé. Quand il est revenu, il était calamiteux. Hmm. Je vois Ça, par pas, contre, je suis je vois d'accord. pas. Voilà, donc ça c'est un fait. Donc je vois pas pourquoi. Pour moi, les deux n'ont pas de minutes l'an prochain. Mais si je dois en garder un, Mhm. j'ai plus envie de parier sur Treman, qui me semble plus un joueur NBA, même s'il a montré moins de choses, un joueur qui peut se développer dans un environnement, que beaucoup, où finalement, au-delà de son niveau, il y a l'aspect blessure qui commence à devenir un peu inquiétant, puisqu'il a quand même connu 3 blessures en l'espace de 6 mois. Donc, Comme tu as dit, moi j'ai eu beaucoup m'a plus prouvé que Treman, concrètement. j'ai pas dit le Ah contraire, je bah, t'ai dit que Poku était meilleur, mais au-delà de son niveau de jeu, commence à y avoir oui, l'aspect physique, où tu te dis, bien bah, sûr. s'il joue 35 matchs tous les ans, Ça, je suis complètement d'accord. Après, beaucoup ont au moins l'excuse d'avoir été blessé et d'avoir perdu du rythme. Là où Treman, pas blessé, mais pas bon. Non, mais après, c'est un vrai débat, hein. C'est pour ça que je l'ai posé. Wiggins, c'était vraiment là pour faire de la figuration. Je pense honnêtement. Mais non, moi, je reste sur mon avis. Beaucoup me paraît plus intéressant à conserver. Même en théorie, sur le plafond, je trouve que beaucoup on a plus que Treman. oh Ah, non, si. non, faut arrêter ça avec le plafond de Poku. Ça, ah non, ça, je suis pas d'accord. Bah, moi, je suis désolé. Pour moi, il a plus de plafond que Treman. Non, Treman, mais son plafond est pas si élevé que ça, hein. le plafond de Poku, c'est même plus théorique, là, c'est de l'utopie à ce niveau-là. Enfin, le plafond de Bah, Poku, non, parce que t'as vu plus de choses de lui l'année dernière que de Treman. Encore une fois. oui, mais en termes de plafond, les deux, dans ce cas-là, alors peut-être que Poku a un plafond plus élevé que celui de Treman, et encore dans la NBA de 2023, j'y crois pas, mais le plafond de Poku est pas à des standards Ah bah aussi oui. élevés que ce qu'on Ah aurait non, pu mais croire au moment de ça, je sa suis draft. d'accord, hein. C'est pas le plafond qu'on pouvait croire au moment de sa draft, hein. Ah non, non, T'as deux joueurs de rotation dans des ça, équipes je suis qui étaient, d'accord. Oula, voilà, ouais, qui étaient même pas oula, playoffables, oui, quoi. là, ça, je suis complètement d'accord. Ne me fais pas dire que c'est le Hatchet Holmgren bis en plafon et un machin. Ah Oula, non, non, loin de là, loin de là. voilà. Mais je trouve quand même qu'il y a quand même quelque chose à faire. Après, si beaucoup est coupé et que Treman est conservé, je suis pas non plus scandalisé, hein. Je suis pas, je trouverais une logique là-dedans et je dirais bon bah beaucoup compliqué physiquement, on croit plus, voilà, on arrête le projet. Ça, je comprendrais Oh, il totalement. sera, il sera pas, Je il pense sera pas pas non plus. coupé. Moi, je pense on sous-estime la capacité de Sam Presti à échanger des joueurs au lieu de les couper. Ou même En tout échanger, cas, tu les vois. Ouais, jeunes. mais c'est d'ailleurs, Ouais, parlons du roster cut, parce que c'est le gros sujet de Oklahoma en ce moment. Même tous les gens font des podcasts dessus, même les journalistes globaux sur la NBA. 5 joueurs à couper, maintenant que Rudy Gay
a été coupé. Il y a 20 joueurs, on a encore le training camp pour décider. Est-ce qu'on peut partir déjà sur des 2-3 joueurs dont on a vraiment l'impression que c'est sur le départ? Oladipo, je pense qu'on va pas débattre, mais je pense que ça sera plus là. Oui, JRE, bon, oui, Tai Washington ou Titi, comme certains disent. bah, ce sera échangé pour Ouais, moi. Garouba. Ouais, Ouais, training camp. au moins au training camp. Mais même, je pense que même Tai sera au training camp, je pense. Mais même dans le chat, on a des gens qui préféraient garder Garouba. Ah, le problème, c'est que Garouba et Poku, bah, c'est les deux, hein. Enfin, globalement, les deux qui sont en opposition. Disons que Garouba t'offre un peu plus de coffre et un peu plus de barbac que Poku. hmm. Ça, c'est sûr. Pas inintéressant, Garouba en soi, à côté d'un Chet, à voir comment tu utilises, mais ça peut être, tu vois, défensivement, à voir, tu vois, ça, on peut se dire que ça peut être un profil de complément, pourquoi pas. Je suis pas exclu au fait qu'il soit conservé, mais je pense qu'il sera pas là. On nous dit dans le chat, je garde, là, je pense que par contre, si on donne pas de minutes à Treman, moi j'en donne pas à par contre. Non, je pense pas que Ouais. Tata Washington sera là. Euh, Derrière, je mettrai en ballottage un petit peu, donc on peut inclure Garouba. Il y a du Davis Bertans quand même en ballottage. Il y a les trois qu'on vient de citer, Man, Poku, Wiggins, on peut peut-être mettre. Il y a Jack White, parce que on a enfin eu le contrat de Jack White, sorti de nulle Voilà, part. 4 4 semaines semaines après. après. En gros, il y a presque rien de garanti. 600 000 $ de garantie sur la saison prochaine. Et la saison d'après, s'il y a la team option, 700 000 $ de garantie. Concrètement, il n'y a aucune garantie qui soit là. C'est vraiment un contrat de 2 ans pour le faire venir et l'intéresser, mais en gros, il y a moyen quand même qu'il soit coupé. Enfin voilà, parce qu'on disait en fait quand il était signé, ouais, c'est un contrat de 2 ans, ça va être garanti, etc. Il va être dans On se l'effectif. doutait qu'il allait avoir une option sur la Oui, deuxième. Mais mais on après, pensait pas qu'il. comme Hmm. Baisley, quoi, au Nets, Ouais. hein, t'as de l'argent si t'es là à l'opening night, et puis t'en as encore un peu plus si t'es là encore après, mais t'as rien de garanti du tout. Du coup, ça a un peu quand même, pas rassuré, mais ça a un peu quand même un peu plus ouvert les options sur le fait qu'on peut potentiellement le couper lui aussi. Donc à voir, lui, je pense qu'il sera au training camp, hein, donc pour le juger, mais voilà. Constant, qu'est-ce que tu ferais toi du coup avec ces joueurs-là? Bah, déjà, alors je crois que tu ne peux pas couper Jack White et le signer en two-way, avec le contrat de Hmm. 2 ans puisqu'il est garanti. Donc ça, c'est à vérifier. Moi, les 5, bah, je coupe Oladipo, JRE, Tai Tai. Moi, j'essaye de me débarrasser de Poku et Jack White. Ça fait 5. Et je garde Bertans et je garde Garouba, du coup, Ok. si je dis pas de bêtises. Parce que Bertans, de par son profil, et je pense, enfin, pour avoir encore une fois écouté Schleck et Veceni en parler, ils pensent tous les deux que Davis Bertans va être conservé parce que voilà, contrat expirant, même dans son profil, bah en fait, t'as pas envie de lui donner 20 minutes à tous les matchs, mais quelques matchs où tu mets rien dedans, t'as quand même envie d'avoir son profil où il est capable de te prendre feu, il est capable de te mettre un ou deux paniers. Tu sais jamais ce qui peut se passer avec Davis Bertans, s'il peut prendre feu, il peut prendre Hmm. feu en a rien de temps. Après le reste, je garde. Ça dépendra du niveau du training camp. Si Garouba est vraiment meilleur que JRE et que Poku, je garde Garouba. Si il n'est pas bon, bah, je garde Poku potentiellement et j'échange Garouba ailleurs. Mais ouais, pour moi, ce point d'interrogation, il réside vraiment sur Garouba. Je pense que Oladipo, je pense que Tai Tai sont des joueurs qui vont pas s'inscrire dans le futur. Ou même l'an prochain, JRE, ça va vraiment être compliqué vu son niveau de jeu et vu les blessures, parce que lui, il a une cheville qui est vraiment Hmm. pourrie, la cheville de JRE. Donc voilà, c'est les joueurs que je coupe. Je garde Garouba et je garde Davis Bertans, un parce qu'il m'apporte un peu de viande à l'intérieur et l'autre parce qu'il peut m'apporter du tir dans ce rôle de joker un peu. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi sur Bertans, même dans le contrat pour des trades, pour des choses comme ça, tu peux être facilement inclus dans des trucs à plusieurs équipes pour équilibrer les salaires, pour avoir un joueur expert, enfin il y a pas mal de choses. Moi après je couperai Garouba quand même, bon c'est pas le joueur que j'ai le plus vu, mais c'est pas celui que j'ai envie de développer. Et après les mêmes que toi, à peu près concrètement. Mais il y a quand même un monde où Garouba effectivement se fait une place dans le roster, là où un Tai Tai j'y crois pas du tout. Donc, Mais ouais, je pense que je couperai quand même Garouba. J'ai quand même envie de garder Treman, j'ai quand même envie de garder moi, bah, beaucoup, j'ai défendu juste avant. Donc ouais, je resterai sur ces joueurs qui sont arrivés un peu plus tardivement. Et effectivement, JRE, ça a été les montagnes russes sur ces deux premières saisons. Mais là, c'est très très compliqué. Même la Summer League, il est encore blessé à la cheville. Après, il n'a pas été bon. Après,
Très compliqué, hein. Il a été Mm. horrible, horrible. Il a 22 ans, il est toujours incapable de finir un panier près du cercle, quoi. C'est les mains beurrées de GRE. Enfin, je crois qu'il y a un dunk qui loupe en transition, si je dis pas de bêtises, sur un match de Summer League. Enfin, c'était une Ouais, infamie, puis en plus GRE. maintenant, C'était... même s'il va le mettre, ou enfin même si des fois il y a d'autres joueurs qui vont faire la même chose, comme lui il est fiché comme ça, tout le monde va être archi attentif au moment où il va se louper un layup, ou il va, voilà. Tu vois, c'est un peu, tout le monde va être... Oh, il n'y a pas besoin d'être Oui, non, mais attentif, ça arrive ça arrive souvent, hein. souvent, mais je suis d'accord avec toi, mais il a même pas, il a même plus je sais pas comment te dire, un petit peu de joker, tu vois, il a plus rien, tu vois, c'est vraiment... Ah, il a pas, c'est vraiment le flirting versus harassment. C'est quand Chet loupe un panier près du Ouais. cercle, c'est flirting. Quand c'est GRE, c'est harassment. Ouais. On nous dit pas de regret sur Jared Butler, non. Non, Énorme croqueur. il y avait, il y a 150 guards. Il a la lecture de jeu d'un cheval à qui on met des œillères Ouais. pour courir une course hippique. Franchement, Donc il non. était vraiment là, lui, pour se montrer, et mettre des points et avoir un Mais en contrat. création Ouais. pour lui-même, il Ah ouais, était ouais. bon par contre. Puis Mais en termes de playmaking, par et il a contre, mis dedans, non. etc. Et puis on voyait qu'il dominait. Ouais, il a dominé, hein, vraiment. Hein. Je pense que c'était un des meilleurs joueurs de la Summer League. Hein, mais par contre, ouais, non. Puis physiquement, tu sens que ça peut être limité ensuite en NBA, niveau taille, poids, etc. Et on a déjà des joueurs à développer qui ont ces problématiques-là en plus. Donc autant. Mais par contre, c'était moins horrible que Jordan Shackelford, Oui. qu'on nous a mis dans le chat. Que, Quelle que, horreur, il était déjà là l'an mais que dernier. j'aimais bien, avant il mettait des tirs, etc. Et là, il a voulu croquer, mais non, non, non. Ah, c'était vraiment une Non. horreur absolue. Globalement, en vrai, la Summer Mais League, voilà. on en a fait de l'hype avec Chet et tout, mais c'était pas Jojo à voir, hein. À part deux trois joueurs. Chet, c'était Dieng a bien. été bien, il faut quand même le dire aussi. Dieng a été bien. Keontae Johnson n'a pas été Non, si ouais, inintéressant. mais après, Kayson Wallace a épuisé son stock de tirs rentrés le premier Ouais, soir. euh, Et je l'ai envoyé, littéralement, on discutait avec Alan Guillot de Kayson Wallace, j'ai dit, faut pas qu'il mette tout, sinon il va épuiser ouais, son stock pour la c'était régulière. Il a plus c'était rien mis fait. après. Et après, merde, j'avais un autre nom à mentionner, et j'ai oublié. J2 a joué un match, a détruit tout le monde, et a dit, bon, Oh, il a joué je vais une aller en mi-temps. vacances, allez. Il a joué une mi-temps. Euh, D'ailleurs, combien de matchs de suspension Non, pour Jed? faut arrêter avec ça. Il a fait de la muscu, il a pris du poids, il a pas. Quand tu vois des photos, bah, je trouve pas si scandaleux. En plus, il est un peu. Il est pas affûté, il est un peu. C'est pas chubby non plus, j'abuserais de dire ça. Mais il est pas. C'est pas Shea qui est archi affûté, hein, là, si vous voyez les photos. Shea. Arrête. Ouais, mais je sais, c'est les abdos. Jed c'est vraiment Il est massif. le Il est haut massif, du corps, là, les ouais, ouais. épaules. Ouais, il est bufflesque, il est dortesque. Mais voilà, après, c'est pas exclu. Oui, si c'est bien mis à la muscu, ça me surprend pas spécialement, hein. Non, mais c'est pour déconner. Mais la transformation physique sur certaines photos, tu fais ouh là Oui. là. Bah, dis donc. Là, effectivement, celui qui peut apporter de la barbaque au Ça poste peut 4, être bah, lui. en fait, tu l'as Ouais. déjà. Ouais, c'est pareil, hein, en cours de saison NBA, ça s'entraîne moins. Je pense que les joueurs maigrissent aussi un petit peu certains. Voilà, c'est complètement différent le rythme. Donc, à voir à ce moment-là. Là, il peut être en prise de masse, etc. Sans faire tout ça. À toi, Constant, si je me trompe pas, parce que moi j'ai posé sur le roster, c'est à Ouais, toi. ouais, bah justement, ma troisième question, c'est euh, entre Jalen Williams ou Josh Giddey, lorsque Shai Gilgeous-Alexander se retrouve doublé dans le clutch, lequel de ces deux joueurs tu veux voir balle en main? Et quand je dis balle en main, ça veut pas dire que c'est eux qui prennent le tir, hein. C'est C'était balle en ma main. question. C'est balle en main. Alors, Ah bon, c'est bah, c'est voilà. balle en main. T'as une prise à deux sur Shea, il donne la balle et t'as un 4 contre 3. Ou c'est. Ouais, Ok, Josh Giddey. Josh Josh Giddey. Giddey, parce que. Alors, c'est pour ça ma question. T'es en surnombre, il te fera toujours potentiellement l'une des meilleures lectures. Ça sera peut-être plus tourné vers la passe. Ça sera peut-être plus. Voilà, il va peut-être moins tirer à 3 points ou autre. Mais il te fera potentiellement toujours la bonne lecture. En plus, dans le clutch, si de mes souvenirs de la saison dernière sont bons, notamment en fin de saison, il a été plutôt intéressant, même en se réveillant sur des derniers cartons. Ça Ouais, dépendait ça des dépend des matchs. matchs. J2 aussi a été intéressant dans le clutch, j'enlève pas ça. En fait, si c'était vraiment, je donne la balle dès le début de l'action et juste on planque on sait qu'on peut plus l'utiliser, potentiellement je t'aurais dit J-Dub parce qu'en création pour lui-même, j'aurais valorisé ça. Mais comme tu me dis, il y a la prise à 2, c'est un 4 contre 3, je donne la balle à Josh Giddey parce que il va arriver dans la situation où Shea va être dans un côté, il donne la balle à Josh Giddey un petit peu dans l'axe en 4 contre 3, il fera toujours la passe d'ess ou il arrivera toujours à trouver un tir ouvert. Là où un J-Dub a quand même un peu moins de vision de jeu que Josh Giddey, mais même s'il a une meilleure création pour lui, il va peut-être plus finir pour lui-même, etc. Et voilà mon argument.
Moi, j'hésite. Je pense que je vais prendre J-Dub. C'est bien, on est vraiment C'est pas vrai, c'est d'accord. On le bien. fait pas exprès. C'est rare qu'on soit pas d'accord, mais là, pour le coup, on le fait pas exprès. Mais je pense que je vais prendre Jalen Williams. Pourquoi? Parce que effectivement, sa capacité de création est moins forte que celle de Josh Giddey. En même temps, c'est difficile d'être un aussi bon créateur que Josh Giddey, mais la capacité de se créer son tir est tellement importante. Il y a un tel écart pour moi, pour l'instant, entre les deux, que je me dis, il fera peut-être pas la bonne lecture comme Josh Giddey peut le faire, mais il va peut-être être capable de mettre le tir que Josh Giddey ne sera pas capable de faire. Hmm. Euh, donc voilà, c'est dans ce rapport entre Ouais. création individuelle et passing collectif où je me dis, J-Dub a peut-être un avantage parce que malgré tout, même si Shea est doublé, bah, si jamais Josh Giddey fait la passe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette le tir. Donc ça peut être Jalen Williams, hein, ce joueur-là, mais plus la capacité de création ou la capacité peut-être de finir, que ce soit avec un tir à mi-distance ou un drive de Jalen Williams, pour moi compense un peu le manque de playmaking que peut avoir Josh Giddey par rapport à lui. Donc t'as la vision inverse. Et en plus, moi, c'est pas du tout exclu que Josh Giddey fasse la passe à J-Dub, tu vois, où je me dis, ça sera Bien l'option sûr. prioritaire, en plus, tu l'as très bien dit. Ouais, donc c'est vraiment, est-ce que tu préfères avoir un joueur qui va te faire la bonne lecture, quitte à être moins efficace ou moins capable de mettre ce panier ultra important, ou alors à l'inverse, l'autre qui a peut-être plus ce facteur X clutch, mais qui fera peut-être moins la bonne lecture, qui délaissera peut-être un tir ouvert à 3 points pour un autre joueur, etc. Ah, c'est plus une vision de jeu globale, ça d'ailleurs, sur une politique globale d'attaque. Enfin, j'extrapole beaucoup, mais sur qu'est-ce que tu favorises. Ah, c'était Ouais. intéressant celui-ci. À moi maintenant, alors je regarde ce qui me reste. Allez, on va partir un petit peu sur les trades. Parlons de Jason Tatum, Constant. Oh J'ai fait un là! choix exprès, le choix est fait exprès, tu vois. Oh, t'as pris Tatum exprès. Oh, tu pouvais pas prendre le Jalen Ah Brown avec non, son contrat là, tout. Plus personne ah le oui, veut ça là, y est. ça y est, hein. Est-ce que tu m'envoies Chet et J-Dub contre Jason Tatum? Ah oui, Ah oui, bah oui, alors, oui. c'est beaucoup. Et donc Guigui et J-Dub aussi? Oui, Ok, oui. bon bah alors c'est bien plus Bon. simple que je pensais. Je pensais que t'allais me dire non. euh, Non, je croyais que t'allais me dire Guidi, Chet et Les trois, J-Dub. Là, les trois t'envoies ou non. pas? Oh, là, faut commencer à voir le niveau des trois Ouais. individuellement. Jason Tatum, je suis désolé. Même si je suis pas le plus grand fan de Jason Tatum, ça reste malgré tout, je vais pas spoiler mon TH20, mais ça reste un joueur qui est dans mon deuxième tiers. Allez, oui, parce que j'ai un tiers, c'est un tiers et demi, mais qui est dans mon deuxième tiers avec plein de très grands joueurs, avec voilà, deux joueurs de Phoenix, avec un joueur de Miami, peut-être un futur joueur de Miami. Enfin, même si je suis pas un Ouais, grand fan de tu l'as Tatum, il top faut quand 10 en même. gros concrètement. Ah ouais, bah même je l'ai Hmm. au-dessus de. Top 10 et pas Top 10. 10 et il est. Voilà, top 10 c'est pas dixième hein, globalement. Donc non, moi je le fais parce que malgré tout, tu peux avoir. Bah, tu manquerais peut-être un petit peu de playmaking avec Shea, avec Jason Tatum, parce que les deux sont pas les meilleurs playmakers de la Terre, mais quand même un petit peu de respect pour Jason Tatum. Et si en plus de ça, tu peux garder un des trois lurons, que ce soit Giddey, que ce soit J-Dub ou que ce soit Chet, pour moi, tu es gagnant-gagnant, parce que tu as deux joueurs top 10 NBA. Tu as deux joueurs qui. Top 10 NBA pour Shea, on va peut-être se calmer. Mais tu as un joueur qui est top 10 NBA, tu en as un qui, Top 15. s'il continue comme ça, peut continuer à toquer à la porte et peut continuer à grappiller des places dans le DH20. Mais après, voilà, non, pour moi, ça serait fait. Si tu peux trader pour un mec de 25 ans, en plus, il a le même âge que chez. Ils sont tous les deux de 98. Si tu peux trader pour un joueur de cet âge-là, qui a un niveau de MVP, qui a jamais de problème de blessure, qui est tout le temps présent, même si j'ai mes grosses réticences sur Jason Tatum, pour moi, tu le fais sans trop réfléchir. Même si les deux te prendront 70% de ton salary cap, tu as quand même deux joueurs top 15 NBA, ça peut le faire. C'est pour ça que je suis parti sur Tatum, parce que je sais que c'est pas celui que tu préfères. Je sais que tu le valorises quand même, hein, loin de là, hein, mais c'est pas celui que tu préfères. Je sais que t'as des limites que t'aimes pas chez lui, etc. Et je pensais que t'allais Oui. aborder un peu plus le point création. C'est ça que je pensais que ça allait t'embêter. C'est pour ça que j'avais fait une version avec Chet, une version avec Josh Giddey, parce que bah effectivement, chez et Tatum sont très portés vers le scoring, un peu moins vers la création. Peut-être que Tatum le sera plus l'année prochaine avec le départ Smart, mais ça on a le temps de le voir. Mais je Ouais. pensais que tu douterais un peu plus mais même les trois, potentiellement, tu le fais, ok. Je t'avoue que pour deux, je le fais. Pour trois, déjà, tu réfléchis un peu et tu envoies pas 10 000 tours de draft en plus, je pense. Hein. Pour le coup, t'as pas besoin de... Parce que là, si t'envoies les trois, t'as quand même
ça dépend où t'en es de ta construction ou ce qui reste à côté, t'as quand même, c'est solide, quoi. Après, effectivement, Tatum, moi j'apprécie, moi aussi il est assez haut dans mon classement des joueurs, mais il y a des limites par rapport à Shea, je trouve que c'est pas le joueur optimal. Je crois en lui en tant que superstar et pour amener une équipe très loin en playoff, mais c'est peut-être pas le joueur que je favoriserais. C'est pour ça que le choix me paraissait intéressant. Et comme toi, effectivement, un J-Dub, tu l'envoies parce que ça serait redondance un peu sur le poste, etc. Enfin voilà, c'est un ailier dominant. T'as déjà Shea, est-ce que Dort sera encore là? Voilà, on sait pas, mais t'as déjà Shea à côté à mettre en 2 ou en 1, tu vois, t'as Tatum en 3-4, ça commence d'être solide. Mais après, sur un équilibre, j'étais pas sûr que t'allais mettre un Chet ou un Guidi. Sur le playmaking, sur l'aspect pivot défensif de Chet, mais ok. Je pensais que ça allait être plus Non, problématique. non, parce que en fait, là, tout le problème, c'est qu'on ne sait pas encore quel est le plafond de Josh Giddey et de Chet Holmgren, même de Jalen Williams. Et le truc, c'est que Josh Giddey, s'il arrive à être un shooter honnête à 3 points, à savoir, je lui demande pas 36%, je lui demande 34-35, tout en allant un peu plus sur la ligne des lancers. Il faut qu'il aille plus sur la ligne des lancers, c'est une Mm. catastrophe, Josh Giddey, surtout. Même si tu le compares à des joueurs de sa propre QV de draft 2021, il va tellement moins sur la ligne des lancers que d'autres joueurs. Là, ok, ça peut devenir un joueur très intéressant. S'il y a toujours le problème défensif et le fait que malgré la création élite, il va peu sur la ligne et il n'est pas capable de mettre ses paniers à 3 points, finalement, le joueur n'est peut-être pas si valuable que ça. Donc, si tu compares, bien sûr, les fans de Boston vont nous détester pour dire ça, mais pour moi, non, Jason Tatum, effectivement, au niveau, voilà, tu as deux joueurs qui sont plus des playmakers enfin, disons que leur premier objectif quand ils ont la balle en main chez Tatum, c'est scorer. Et ensuite, c'est de faire la passe. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres joueurs potentiellement. Mais quand même, tu as trop de talent. Mm. Enfin, moi qui valorise énormément en plus les joueurs à l'aile, je suis un grand fan des ailiers. Tu as deux joueurs à l'aile là qui sont très très solides. Et si Jason Tatum marche du feu de Dieu avec un joueur comme Jaylen Brown, je ne doute pas, même si Shea n'a pas du tout le shotmaking de Jaylen Brown, et on sous-estime quand même un peu la qualité de shotmaking de Jaylen Brown, je pense que les deux marcheraient quand même très bien. Tu prends un meneur un peu plus Mm. traditionnel, peut-être un meneur Qui à tire un la, peu de je sais pas loin, moi, ou, dit Anthony Melton par exemple, un joueur qui n'est pas All-Star mais qui défend fort, qui est capable de mettre dedans 3 points, qui est capable de faire un petit peu de playmaking, voilà, dans ce registre-là. Mais par contre, tu as un vrai duo à l'aile qui est très, très, très sérieux. Et du coup, je réagis avec la question que Kamel nous avait posée. Dans un trade, tu vas peut-être me dire que ça dépend. Est-ce que tu préfères envoyer Chet ou Guidi pour l'instant? Ça dépend du niveau de jeu des joueurs. Mais quand on avait fait quels joueurs vont se classer, enfin quels joueurs vont s'inscrire dans le futur, j'avais mis Chet en intouchable et Ouais. j'avais mis Guidi en futur long terme. Donc, Parce que je trouve que le profil de Chet est parfait. En fait, je dis pas que ce sera lui ton deuxième meilleur joueur, mais la vision que je me fais de Chet Holmgren à son niveau optimal, c'est exactement le poste 5 que je veux avoir. t'as répondu à Alors la question, du que coup, je pense. alors que Guidi, j'ai trop d'interrogations, encore une fois, sur la défense, sur son tir. Ouais, je vois moins de défauts en me projetant dans le futur sur le jeu de Chet que je ne vois de défauts sur le jeu de Guidi en projetant dans le futur. Moi, je suis d'accord avec toi. J'ai juste plus confiance en Guidi pour l'instant qu'en Chet parce qu'on l'a beaucoup plus vu. Ça fait 2 saisons qu'on l'a. Mais je suis d'accord avec toi que le jeu de Chet est plus. C'est même plus facile de construire avec lui autour. Ça t'a moins d'incertitudes, etc. Mais effectivement, à voir. Moi, je pense que ça serait un peu plus difficile que toi de choisir. Ça dépendrait peut-être de la situation et de ce que tu as en retour. Et peut-être pour conclure sur ça, on nous l'avait en question. Quelqu'un croyait qu'on avait dit Shea et Guidi contre Tatum. T'envoies Shea contre Tatum? Je pense pas. Non, Te connaissant. ça sert Oui, à en vrai, rien. tu, Ça sert tu à rien. plafonnerais sur la même chose en soi. En plus, tu devrais envoyer des tours Bah, de draft, je pense. Donc, non, mais le but, c'est pas d'échanger un multiple All-Star, enfin multiple All-Star, hein, mais c'est pas d'échanger un All-NBA contre un All-NBA. Le but, c'est d'avoir les deux hmm, All-NBA hmm, ensemble. je suis d'accord avec toi. Ben vas-y, à toi. Je pense que toi aussi, t'as des idées de trade un petit peu. J'en avais un trade, une question. S'il conserve le même niveau que l'an dernier, donc pour la saison à venir, est-ce que tu préfères échanger Lou Dort ou le garder? À savoir, toujours un niveau très élevé en défense, mais par contre en attaque, toujours un joueur qui a énormément de difficultés, que ce soit à finir près du cercle ou que ce soit à sanctionner C'est un 3 échanger points. contre quoi? C'est ça ma question en fait. C'est échanger contre des pics, c'est Bah, échanger contre un joueur, c'est échanger non, contre.
ça va être très difficile d'échanger 18 millions contre juste des pics de draft et du cap space. Mais disons que tu fais ce qu'a pu faire. Tu te dis, en fait, tu vois le Kaludor, tu te dis, bon, il n'a pas été très bon cette année. Enfin, il a encore été très bon défensivement, mais en attaque, c'est vraiment pas possible. Est-ce que tu fais pas tu te dis, bon, on a une opportunité avec un joueur, tu vois. Est-ce que tu fais pas ce qu'on. C'est pas du tout parce qu'il y a le playmaking, il est bien meilleur que ça, mais est-ce que tu fais pas ce qu'ont fait les Celtics avec Marcus Hmm. Smart, où tu te dis, on part sur un profil qui n'a rien à voir avec le joueur qu'on échange, on part sur autre chose. Tout en te disant, tu as Lou Dort, il va prendre, allez, 15% à peu près de ton salary cap. Ces 15%, est-ce que tu peux pas les utiliser sur deux joueurs qui peuvent avoir un niveau intrinsèque moins bon que celui de Lou Dort, mais qui peuvent t'apporter plus? Déjà, je trouve que là, le contrat de Lou Dort, encore plus avec l'augmentation du cap, va devenir quand même très favorable et plutôt cool. Je suis pas sûr que tu aies énormément de bons joueurs qui auront des contrats comme ça. Et même, comme tu l'as dit, deux autres joueurs un peu moins payés ou des minimums, etc., en niveau intrinsèque et ce qu'ils vont t'apporter, je suis pas convaincu. Je pense que la fin de saison prochaine, c'est trop tôt pour moi pour le trader. J'attendrai déjà d'avoir une option de secours, parce que peut-être que Casson Wallace pourrait être en partie l'aide, peut-être qu'il va être très fort, tu auras envie de le faire jouer, etc., de le faire starter, et que du coup tu vas lui donner plus de responsabilités, mais on en est très loin encore. Lou Dort, toujours ne pas sous-estimer son impact. Peut-être que par contre, si j'ai de la progression en interne, peut-être même un Dieng que tu voudras faire plus jouer, parce que c'est possible de faire starter un puissant J-Dub en 3 et un Dieng en 4 s'il est très bon, voilà. Je le diminuerai son rôle avant de le trader peut-être, tu vois. J'adapterai un petit peu son utilisation, parce que il aura toujours un rôle important, je pense qu'il sera toujours utile, je pense que dans l'équipe et même dans le groupe, il est archi important. Donc non, je serais pas fin de saison prochaine pour moi, c'est pas du tout un moment où tu le ferais vraiment. Par contre, tu m'aurais dit pour inclure sur un trade plus gros, pour aller chercher un gros joueur après que tu aies fait une grosse saison et que tu sois pas si loin de ça, d'aller loin en playoff. Déjà, c'est une autre réflexion, tu vois. Ah bah oui, bah pour moi, Oui, la question est vite répondue, oui. encore une fois. Enfin, si vous suivez un petit peu les podcasts Warzone, que ce soit les podcasts de Kebdo, vous connaissez très vite ma philosophie de construction d'un roster NBA. Donc des joueurs comme Lou Dort, oui, effectivement, si c'est pour récupérer un multiple All-Star, la question ne se pose pas, mais c'est plus sur se dire, effectivement, bah, imaginons, scénario totalement improbable, mais imaginons que Vassili Micic soit vraiment très bon Hmm. et que un joueur comme Jane Williams finalement se retrouve un peu meilleur défensivement que ce qu'il était l'an dernier. Est-ce que tu n'as pas envie du coup de te dire avant de diminuer son rôle et qu'il perde en valeur marchande, bah, je vais essayer Hmm. d'échanger Lou Dort au moment où il est à sa pleine utilisation. Ouais, pour l'instant, t'as aucune valeur de. Pour moi, t'as aucun remplacement à ce que fait Dort. Même avec une Ah ben progression, c'est pour ça. t'as vraiment rien, quoi. Même je, Ah, je le conçois pas, tu vois, même un J-Dub ou un Shea ou un en point of attack, je le conçois pas pour l'instant. Hmm. après c'est d'ici Ouais, un an, ouais, hein, ouais, on bien ne sait sûr, ouais, jamais, bien hein. sûr. Mais peut-être qu'on se posera plus la question dans un an, mais pour moi, là, j'ai du mal à l'imaginer, en tout cas, ouais. Je suis honnête. Donc, Mais après, dans une superstar, par contre, oula. Pour aller chercher un bon, lieutenant, bah, ça, là, c'est, pas ouais, je pense que on on est a de plus en pas- plus ouvert, vu surtout comment on draft, comment évoluent les joueurs. Je pense que plus le temps passe, plus on est ouvert à ça. ah, ouais, ouais. Et ben, je vais te en donner une dernière, Constant, assez rapide. Ouais. Euh, Allez, plus sur la répartition un petit peu. Je vais te donner des lignes de stats de chez Didi et J-Dub. Tu me dis lesquelles tu préfères. Il y a deux choix. Donc la première, t'as chez en 35-4, parce que c'est proche de cette année. T'as non, 35. 30, 5 et 4. Ouais. Ah, parce que, Ouais, 35 non, points de non. moyenne, où est-ce qu'on signe? Tu as Guidi en 15, 8 et 8. Donc assez proche de cette année aussi, hein. Et J-Dub en 14, 7 et 5. Ok. Deuxième, Mhm. 28, 5 et 6 pour Shea. 18, 5 et 6 pour Guidi. 17, 6 et 3 pour J-Dub. C'est vraiment une question de répartition des points et des responsabilités de la création. Je prends la Ok. deuxième parce que selon moi, si tu as un Shea qui a 28 points de moyenne, ça veut dire que le Thunder sera une meilleure équipe collectivement et que le Thunder gagnera plus de matchs. Si Shea n'est pas obligé de faire des matchs à 32 points de moyenne tous les soirs, comme ça a été le cas notamment en post-All-Star Break l'an dernier, ça veut dire que selon moi, la machine tourne mieux. Il
qu'il y a des joueurs justement comme Guidi et comme J-Dub qui prennent plus de responsabilités au scoring et que du coup le Thunder est une meilleure équipe, est une équipe plus collective que juste le le show justement chez Gidius Alexander avec des joueurs derrière qui performent mais qui sont quand même loin. Je préfère avoir un niveau où voilà, un peu comme ce qu'ont pu faire les Cavs avec Donovan Mitchell l'an dernier, à savoir Donovan Mitchell, il n'était pas obligé de mettre 45 points tous les soirs. Il y avait des soirs où la défense des Cavs était tellement étouffante qu'il était capable d'être limité. En attaque, ils avaient suffisamment de puissance de feu pour faire ce qu'il fallait pour remporter des matchs, plutôt que le cas de figure du Thunder où l'an dernier, Shea a été monstrueux du début à la fin de la saison, mais derrière, parfois, ça ne suivait pas au scoring. Donc pour moi, la deuxième option, dans la théorie que je me fais, c'est une meilleure équipe du Thunder que la première. Bah, je suis complètement d'accord avec toi en fait. Est-ce que tu préférais avoir vraiment une superstar soliste qui doit tout le temps porter l'équipe et à côté de ça des bons role-players, mais que ça reste des role-players, ou alors une superstar qui a moins besoin d'être archi soliste et avec des joueurs qui se développent un peu plus en lieutenant, notamment au scoring, parce que c'est là le nerf de la guerre, hein. Donc tu aurais un chien un peu plus créateur, un peu plus un partage de la balle, et donc non, je suis d'accord avec toi. Je pense que la formule ultime, là on a vu un Shea, je suis pas sûr que Shea refasse énormément de saisons à 31 points de moyenne, mais je pense qu'on a vu 31,5 même, à 50% au je tir. suis pas sûr que tu es autant que ça. Par contre, je pense que tu as des saisons où il va être un peu plus bas, mais encore meilleur en fait, parce que encore plus efficace, encore plus dans le partage, et que tu auras des meilleurs joueurs à côté de lui. Et donc je pense que globalement la réponse collectivement sera peut-être la deuxième. Mais c'est intéressant de voir que on n'est plus dans ce héliocentrisme, c'est un grand mot, mais on n'est plus dans ce vraiment on donne tout sur un joueur et après on équipe autour. Ça sera plus partage de la balle, plusieurs joueurs capables de créer. Ça va avec la question que tu avais quand je suis prise à deux, qu'est-ce qu'on fait. Je pense que moi, on préfère toi et moi un truc un peu plus collectif, un peu plus collégial pour le scoring. Oui, et puis ça faudrait vérifier, mais je pense que la moyenne de points de Shea est plus basse lorsque le Thunder gagne que lorsque le Thunder perd. Ça veut pas dire qu'il fait des stats dans le vide, hein. Ça veut dire que collectivement, derrière, ça suit et qu'il n'est pas obligé de forcer son talent et de planter 35 Ça points se tous les soirs. regarde ça. Attends, je vais essayer de regarder en même temps. Ouais, ça se regarde. Attends, je suis en train de chercher en même temps, mais voilà, moi, alors, dans les victoires, ah non, j'ai dit des conneries en plus. Il a 32 points, il a 30 points de moyenne dans les victoires, il a 30 points de Ah moyenne bah dans tu les vois. défaites. Mais bref, je trouve ça plus intéressant d'avoir 3 joueurs à 20 points de moyenne, enfin, d'avoir un joueur à 28 et deux joueurs à 20 points de moyenne que d'en avoir un à 30 et d'en avoir deux à Hmm. 16. Non, puis nous, Pour moi, ça fait une on meilleure a eu équipe des de basket. antécédents au Kessie de Solis, tout ça allait moins loin que quand il y avait un peu plus de partage, etc. Voilà, on a déjà eu. On a déjà eu. Ouais. Est-ce que tu en as peut-être un dernier à me donner? J'en ai un dernier, du coup, on gardera peut-être pour un vrai ou faux. J'en avais un sur qui est le sixième homme, mais puisque tu parles de trucs historiques, tu préfères voir les Clippers champions, sachant que Russell Westbrook est dans l'effectif, hein, voir les Clippers champions ou voir les Clippers top 5 de draft l'an prochain. Est-ce que tu préfères le titre pour Westbrook ou le pic de draft élevé Ouais, ce que pour le j'allais dire, Thunder? attends, mais on a leur pic l'année prochaine, c'est bien ça? Ouais, oui. Ah, c'est dur. Non, bah honnêtement, je suis quand même, j'ai quand même envie qu'OKC récupère un énorme choix, hein. Je suis pas, mais ça me ferait énormément plaisir que Russ obtienne un titre après tous les déboires qu'il y a eu aux Lakers, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, je suis pas spécialement fan du reste de l'équipe des Clippers, honnêtement. Euh, Pas fan de James Harden. Bon, pas spécialement. Je suis pas spécialement fan de Kawhi, je suis pas spécialement fan. Ouais, donc, mais Ah, Paul George. oui, Paul George j'aime bien après, mais bon, là, la fin de carrière est un peu plus compliquée. Mais ouais, non, je préfère quand même avoir un top 5 de draft parce que là, tu nous rajoutes encore un top 5, même si ça sera peut-être pas une draft archi incroyable l'année prochaine, de ce que j'ai pu voir vite fait. C'est quand même quelque chose de conséquent, tu vois, ou même en termes d'assets, hein, c'est énorme. Mais ouais, je t'avoue que Russ avec un petit titre, bon, ça ferait plaisir et ça serait une belle revanche, tu vois. Donc, ouais, il y aurait une partie de moi où, tu vois, à partir du moment où les Clippers sont en playoff, si nous on n'y est pas, je me dis, bon, allez le chercher pour lui, tu vois. Il y a quand même une partie de moi qui dit ça à chaque fois. Ouais. Ou alors j'avais une autre question, c'est entre un retour de KD ou un retour de Russ, lequel des deux souhaites plus voir? Souhaites-tu le C'est plus c'est voir? un retour.
juste en termes d'affectif ou vraiment pour la compétitivité? C'est pas le même Non, choix. j'avais pensé, Russ, il revient, mais il joue pas. Parce qu'il a plus les Ah, cannes. Il revient juste comme la dernière saison de Scotty aux Bulls. Et par contre, KD, bon, c'est plus le KD actuellement, mais il revient, il a quand même un bon niveau. Mais il oui, n'est pas parce non que plus. C'est pas ouais, parce que KD, quoi. KD, en termes de niveau, il t'apporterait vraiment dans la construction qu'on a. Après, attention, un Russ, là, tu le mets. Alors, certes, c'est pas dans notre schéma, il porterait beaucoup la balle, mais par contre, dans une équipe qui fait que driver et qui a pas mal de spacing, qui aurait que tout le monde dehors, Russ, il pourrait faire mal, hein. Mais ouais, non, en termes de niveau de jeu, KD est bien sûr plus intéressant, mais après, en termes d'affectif, il n'y a rien à voir, quoi. Si un jour on est loin en playoff, que tu vas chercher un backup meneur juste pour aller en finale et peut-être aller chercher un titre, bah vas-y, prenez-moi Russ, parce qu'on a besoin. Ah, mais KD qui revient, ce serait la belle histoire. Ce serait Ça la serait, rédemption, l'arc en vrai, il y a une partie de rédemption. moi qui a envie que ça arrive juste pour voir le bordel que ça serait. Ça serait. Ah bah les fans, il y en a, ils sont encore un petit peu de euh, rancœur pour Kevin ouais. Durant. Je sais pas Ça, comment, ouais, ça serait ouais. intéressant de voir. Parce que son maillot va être retiré, hein, donc on va voir comment ça sera Ah oui, accueilli, oui, il ça sera aussi, ça retiré, sera hein. intéressant. Il sera retiré, hein, cherchez pas, hein. Il sera peut-être pas le premier tiré. Théoriquement, le premier tiré, c'est Nick Collison. Mais je veux dire, entre Russ et lui, ce sera peut-être pas lui qui aura le premier maillot retiré. Surtout que je pense que Russ prendra sa retraite avant KD. Mais il aura son maillot retiré. Et quoi qu'il arrive, si le Thunder est le Thunder aujourd'hui, c'est en grande partie parce que Kevin Durant a mis le Thunder sur la Hmm. carte dès son arrivée en Tu NBA. retires que ces deux-là, d'ailleurs, pour l'instant. Pour moi, oui. Pour moi, oui. Tu retires pas On leur Harden. redonne trop peu de Il temps. est pas. Et puis surtout le numéro 13, vu le nombre de fois où il a circulé après. Moi, je le retirerais même plus pour Paul George que pour James Harden, le numéro 13. Parce que les 2 saisons de Paul George à OKC, elles sont largement supérieures Hmm. aux 3 saisons qu'a fait James Tu retires Harden à pas OKC. Serge? J'hésite. Mais Serge, après, il a vadrouillé Il a ailleurs, fait il un a peu été trop. champion avec les Raptors. Je l'identifie moins à OKC. Non, pour moi, tu Mhm. retires les Moi, deux. je pense qu'il y a plus débat effectivement pour Serge, qui est meilleur contreur de l'histoire de la franchise, qui a 2-3 perfs et qui était vraiment dans cette voie-là. Enfin, Steven Adams aurait été un candidat s'il était resté encore un peu, parce qu'il n'est pas si vieux que ça au final, Steven Adams, mais ouais, je pense que pour l'instant, t'as que ces deux-là. Ah, il a eu Ouais, 30 ans. t'as l'impression qu'il a 45 ans, Il- mais il a 30 ans. Ouais, il y a 30 ans. Euh, Mais voilà, non, tu retires que ces deux-là. Et puis après, on verra sur la future salle du Thunder hmm, d'ailleurs, puisque ça a été annoncé là par le maire, c'est que la Chesapeake, le Paycom. enfin ce qui était le Ford Center avant. Ouais, même ouais, alors la Chesapeake qui avant était le Ford Center, qui maintenant est le Paycom Center, va peut-être avoir un petit coup enfin, même pas un petit coup de lifting, c'est que Il le va refaire Thunder une va salle. construire une nouvelle Et qui arène. sera dédié Ouais. au Thunder avec Clay Bennett qui lâchera des sous dedans. Après, tu vois, pour. Les fans de Seattle ont dû être Ouais. ravis quand ils ont vu que Kay Bennett allait dépenser des sous de Après, sa poche. j'ai Ils ont pas dû être énormément ravis. de comparaisons, parce que j'ai pas fait 10 000 salles NBA, mais le Paycom me paraissait pas non plus de. Bah, il est Ouais, vieux, mais ça me quoi. paraissait C'est pas les, non plus c'est les vieux. Ah oui, alors installations, après, oui, les j'imagine que accès. t'as plein de trucs que t'as pas comparé à des nouvelles salles, que ce soit les accès VIP, là, ce qui ramène beaucoup d'argent, hein, donc. Mais ouais, ça m'a pas paru non plus obsolète, tu vois, je pense que. On verra ce que donne la nouvelle. On Mais espère un joli truc. Comment elle s'appellera? Un joli nom aussi. Ça compte de oh, plus le en plus. Love Center là, ça va être incroyable, hein. Le Ça Love va être... Center. Le Love Center, ça va être exceptionnel. Je pense qu'il y aura des recherches Google qui seront trompées, qui iront au Love Center, mais qui se tromperont de Love Ah bah, Center. ça, je sais pas. Mais non, mais on verra en tout cas. Ce sera... Mais ça peut être intéressant. Bon, alors moi je demande, quitte à construire une nouvelle salle, refaites un rebrand un petit peu des maillots, s'il vous plaît, parce que c'est les mêmes depuis 15 ans. Bon, après, quand tu vois le rebrand de certaines franchises, tu te dis, vaut peut-être Oui, mieux pas toucher en finalement. vrai, moi je suis moins. Effectivement, ça fait un peu vieux, mais je suis moins insatisfait que par certains trucs. Donc voilà, Mais je on voit, mets. on voit plein de trucs sur Twitter de maillots qui sont très très beaux du Thunder. Donc voilà, je me dis que ça peut. Enfin, tu peux être dans cette période, comme ont eu les Warriors par exemple, où tu es au top de la NBA et tu arrives dans une nouvelle salle. Donc tu peux avoir plein de points de croisement qui peuvent se faire et qui Ouais. peuvent rendre le Thunder. Tu te dis, bah, non seulement tu as une équipe compétitive, mais en plus tu as la nouvelle salle qui arrive, quoi. Après, si c'est un rebrand pour regretter celui d'avant, effectivement, bah, tu m'as donné l'exemple des Warriors, mais les vieux maillots des Warriors sont incroyables, tu vois, tout le monde maintenant veut les reporter, ceux des Grizzlies aussi, tu sais, qu'ils avaient ressorti, là, avec le Ouais, vieux mais logo. je pensais plus au rebrand des Hawks, par exemple, qui était Ouais, dégueulasse. Bon, ils ont refait ouais. un rebrand du rebrand.
Mais ceux des Pels étaient. Non, ceux des Wolves étaient Et- infects aussi à un Ah ouais, moment. globalement, Ceux du Jazz sont pas qui a terribles. une brain vraiment bah, les Celtics, ça n'a pas bougé depuis 100 ans. Les Celtics, ça n'a pas bougé Les depuis Lakers non 70 ans. plus, tu me diras. Les Bulls non plus. Ouais, mais qui a Euh, une brain récente qui est vraiment intéressante j'aime bien ce qu'ont fait les Cavs quand ils ont changé. Les Cavs, c'est Ouais, pas mal. ouais, ça va, ça va. Le 8, il y a eu la période, mais après c'était que des maillots, mais tu sais, avec les fluos, etc. Mais t'en as vite marre de ça, tu vois. Ouais, les maillots Miami Vice, Ouais, mais ils ont vite fait le tour. Donc, c'est ça. mais voilà, en tout cas, tu peux avoir un truc avec la nouvelle salle qui fait que bah, tu peux avoir une hype parce que tu as une équipe compétitive et en plus tu arrives dans une salle flambant neuve qui va coûter un bon petit milliard de dollars. Alors bon, on est quand même sur de l'argent, du sacré pognon, en espérant que ça ne, enfin que Clay Bennett se dise ah oui mais moi je vais donner de l'argent pour le nouveau stade, du coup je paye pas la taxe. Ça, ce serait vraiment le pire scénario. Mais sinon voilà. Non, il faudrait que, après que les gens recommencent d'aller un petit peu plus à la salle, parce que ça n'a pas été la meilleure saison, là, les 2 dernières, ou même les 3 dernières, je pense. Bah, il n'y Les avait trois pas de dernières, il n'y avait public, pas de il y avait pas de public. mais Donc, là, les dernières sont pas été les meilleures, donc non. là, avec un peu plus de compétitivité, à voir comment ça réagit. Mm. Bah, Constant, merci beaucoup pour cet épisode, merci à tous ceux présents dans le chat, c'était un petit live tranquille, on était un peu moins nombreux, un peu plus cool. Merci à tous ceux présents, n'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute. Twitter, X, Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher 5 étoiles ou un commentaire où vous pouvez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas sur YouTube notamment là, à réagir en commentaire, à donner vos avis sur les dilemmes, ça fait toujours plaisir, on prend un peu de temps à chaque fois à vous répondre, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve très rapidement, puisqu'il y aura un épisode normalement la semaine prochaine, on va l'enregistrer juste après avec Constant, avec un invité, et donc on se retrouve très vite, et profitez bien de votre été, salut! Salut!